Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission d'opinion, d'analyse et surtout de décryptage sur BNews. Ce 17 mai 2020, les Béninois étaient aux urnes pour élire les conseillers communaux et municipaux dans les 546 arrondissements du pays. Un scrutin qui s'est déroulé avec quelques incidents signalés ça et là, mais surtout dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire du coronavirus. Mais en attendant les grandes tendances, les chiffres officiels de la Sénat, nous proposons ici et maintenant un focus sur le déroulement du scrutin avec des confrères déjà en plateau. Je vais me faire donc le devoir de le retrouver juste derrière ceci. Retour sur ce plateau, je retrouve Félicien Fagnon et Jos Pezo Anago. Bonjour chers confrères. Bonjour chers confrères, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous les internautes. Alors, nous allons donc commencer cette émission avec les notes de la semaine par rapport à ce scrutin qui a été organisé. Félicien Fagnon, quelle note vous donnez? Moi, je donne, pour ce scrutin qui a été organisé, je donne à tous les organisateurs, notamment la Sénat, le gouvernement et autres, la note 7. La note 7. Voilà. Alors, je me retourne cette fois-ci vers vous, Jos Pezo Anago. La note pour ce scrutin tenu le dimanche dernier? Bon, je serai très généreux, j'attribue la note 3. La note 3? Oui. Alors, c'est une note quand même qui est au bas de l'échelle. Pourquoi vous dites que vous êtes généreux? Je suis généreux parce que je note que ce scrutin qui est très controversé, qui a été d'ailleurs très controversé dans son organisation, a pu se tenir sans qu'il n'y ait véritablement de violence déplorable à l'image de ce qu'on a vécu pendant les législatives. Rien que pour ça, parce qu'on n'en est pas arrivé à des morts d'hommes, je dis, j'attribue la note 3. Voilà. Donc c'est cela qui dénote de ma générosité. Alors, Félicien Fagnon, vous donnez la note 7. Et vous êtes appesanti surtout sur la Sénat, structure engagée dans l'organisation pratique des élections. Pourquoi? Ouais, j'ai donné la note 7 parce que les élections ont eu lieu dans un contexte où on ne pouvait pas s'attendre à une organisation aussi réussie de cette élection. D'abord, il y a la crise sanitaire qui secoue le monde entier et également le Bénin. Le gouvernement et la Sénat ont pris quand même toutes les dispositions pour que les populations soient sécurisées. Et je ne parle pas seulement du jour des élections, mais il y a eu tout le travail qui a été fait avant même les élections pour que le coronavirus ne se propage pas un peu partout. Vous faites allusion à la campagne exclusivement médiatique. Il y a également la campagne médiatique qui a été donc une réussite totale. Les populations, le jour du scrutin, n'étaient pas donc étrangères au logo des partis politiques ni aux candidats. Ça veut dire que d'abord, sur ce plan, c'est une réussite. Deuxième chose, c'est que c'est pratiquement la première élection constitutionnelle que nous organisons après la révision constitutionnelle, et c'est cette élection qui précède bien sûr après donc la présidentielle qui s'annonce pour 2021, qui précède les élections générales de 2026. Il fallait cette élection, c'est une condition pour que nous ayons les élections générales de 2026. Ça a été un succès. S'il y avait eu des contestations et que cette élection n'avait pas été bien organisée, c'est sûr que 2026 serait déjà remise en cause. Et donc, la révision constitutionnelle qui a eu lieu et qui est donc intervenue au terme donc du dialogue politique organisé dans notre pays aurait été donc un échec si ces élections n'avaient pas eu lieu. Troisième chose, c'est que voilà une élection qui a connu, contrairement à toutes les attentes, la participation effective donc de l'opposition. Et non seulement l'opposition a participé à cette élection, mais c'est que l'opposition a fait des percées dans des endroits où on ne s'y attendait même pas. Ça veut dire que cette élection a été bien organisée. Quatrième chose, c'est que malgré tout, malgré les appels au boycott, les populations sont sorties massivement, d'accord, pour aller voter, pour aller donc choisir leurs candidats, pour aller voter pour les membres, les prochains membres donc des conseils communaux et municipaux. À partir de cet instant, et nonobstant quelques incidents relevés, moi je pense quand même qu'il faut saluer tous ceux qui sont donc intervenus dans l'organisation, tous les acteurs qui sont intervenus dans l'organisation des élections, sauf pour ça c'est moi, sauf le COSREPI qui a manqué de faire un travail de communication parce que des gens n'avaient pas retrouvé leur nom au niveau des bureaux de vote où
exprimer habituellement leur vote, alors qu'un travail devait être fait en amont pour leur indiquer là où ils devaient se retrouver et comment ils devaient se retrouver. Donc, c'est sur ce plan que moi, je pense que le COS n'est plus à tort. Sinon que le reste, c'était très bien. Alors, Jos Perzo Anago, cette fois-ci avec vous. Vous qui avez observé le déroulement de ce scrutin du dimanche 17 mai dernier, quels ont été, selon vous, les points d'ombre, les taches noires qu'on pourrait peut-être y relever? Merci, cher confrère. À écouter tout à l'heure mon confrère d'en face, j'étais à un doigt de me demander si nous vivons sur la même planète. Mais je voudrais me rassurer pour dire que c'est sa façon de percevoir les choses. Moi, ce que j'ai perçu de ces élections, c'est que d'abord, on a exposé les populations à un gros risque. Et c'est visible. Ce n'est même pas théorique, c'est visible, c'est pratique. Le jour du scrutin, vous avez pu observer, et y compris mon cher confrère d'en face, vous avez pu observer la proximité ou la promiscuité entre les électeurs. Il n'y avait pas de distanciation. Les photos existent, les vidéos existent, un peu partout dans le pays. Les gens sont collés l'un après l'autre, ou l'un à l'autre. On a vu ça. Mais bien avant, puisqu'on parle du moment où les élections ont eu lieu, mais si on devrait repartir en arrière, on a déjà dénoncé, sur toutes les dates du territoire national, on a dénoncé le fait que, moi j'ai estimé même qu'il s'agit d'une arnaque que de nous faire croire que c'est une campagne exclusivement médiatique. Non, il y avait eu des meetings où les gens étaient corps à corps. Et c'est ce qu'on a cru nous faire éviter en propageant à qui veut bien croire qu'il s'agit d'une campagne exclusivement médiatique. Exclusivement médiatique s'entend rien que par les médias. Mais ici, on a vu des hommes aller au contact d'autres hommes ou s'embrasser, à la limite, sans masque en plus. Maintenant, le jour du scrutin, on a exposé les populations. Contrairement à ce que mon confrère a tenu à dire tout à l'heure, on a exposé les populations parce qu'on a vu les gens se coller l'un à l'autre comme ça, au niveau des bureaux de vote. C'est-à-dire, on ne me démentira pas parce que les éléments existent aujourd'hui. Ce dont vous parlez là n'est pas peut-être à mettre sur le coup de quelques égarements par endroit. Est-ce que ces faits isolés peuvent justifier voilà, cette analyse globale que vous faites? Mais tout à fait, parce que les organisateurs avaient donné l'impression d'avoir la maîtrise de la situation, d'avoir la perspective, ce qui était faux. Parce que d'autres observateurs leur disaient, mais non, n'y allez pas parce que le moment n'est pas apte pour qu'on organise des élections. Le contexte ne se prête pas à ce genre d'exercice. Mais pourtant, ils y sont allés. Mais j'ai compris tout à l'heure, à travers mon confrère, qu'il fallait forcément aller aux élections parce qu'il fallait défendre la révision constitutionnelle, il fallait défendre 2026. Mais est-ce que pour autant, en voulant défendre 2026, on doit mettre en péril la vie des citoyens? Mais ce que je voudrais aussi dire, parce qu'on ne nous leurre pas, ce n'est pas le jour du scrutin où on a vu ces attroupements, cette proximité entre les électeurs, ce n'est pas ce jour que le mal se déclare. Je ne voudrais pas souhaiter ça pour mon pays. Mais ce n'est que des jours après, des semaines après, que s'il y a eu de mauvais contacts qui vont se révéler. Ce n'est pas le jour du scrutin que les contacts vont se révéler. Vous craignez donc voilà, une flambée donc, des cas testés positifs au coronavirus. La période d'incubation étant donc de 15 jours, bien de 14 jours. On attendra donc de voir. Félicien Fagnon, la Sénat quand même a pris des dispositions pour que les masques et puis les gels hydroalcooliques soient disponibles à foison à l'intérieur des postes de vote. Qu'est-ce qui n'a pas marché à en croire, M. Jos Perzo Anago? Je ne sais pas quels sont les bureaux de vote que M. Jos Perzo Anago a sillonné et a fait ses constats. Mais moi, j'étais dans le Monokoufo. Je peux vous rassurer que le jour du scrutin, le dimanche dernier, moi, j'étais à Djakotome, j'étais à Plahoué, donc à Zové, j'étais à Tiémé, j'étais à Lokossa, j'étais à Dogbo, d'accord, pour constater le déroulement des élections. Et je peux vous rassurer que les dispositions prises par la Sénat au niveau de tous les bureaux de vote ont été respectées. Parce que quand je suis entré, moi, quand je voulais voter à Djakotome, je suis entré, d'abord, il n'y avait pas une file. Je suis entré, on m'a effectivement donné le gel avec lequel je me suis donc nettoyé les mains. On m'a tendu le masque que j'ai mis et puis après, j'ai déposé ma carte d'électeur comme on nous l'a demandé et j'ai suivi le reste du processus pour voter. Et après moi, ça a été pratiquement la même chose. Alors, pendant la campagne, ça veut dire que la Sénat a joué son rôle. Alors, les attroupements constatés et tout ce dont M. Perzo a parlé,
c'est des habitudes des populations qui n'ont rien à voir avec les élections. Ce n'est pas parce qu'il y a eu élection que les gens se sont attroupés. Moi, j'ai remarqué, par exemple, chez moi dans le Koufo, que le coronavirus, quand bien même on en parle et on explique, ne fait pas trop peur aux populations, bien ne pas trop changer les habitudes des gens, à part ceux qui ne vont pas à l'église, à part ceux qui savent que, bon, avec les taxis, ils ne doivent plus s'entasser. Sinon, les manières de vivre dans leur maison, les manières de vivre lorsqu'il y a cérémonie d'enterrement et autres, ont continué. Donc, ce n'est pas du fait des élections. Et pendant les élections, moi, je n'ai pas vu un seul meeting. Je ne sais pas si monsieur Perzo parle des géants meetings qu'on avait l'habitude d'organiser ou bien c'est de petites réunions. Parce que ça, notre gouvernement a quand même autorisé les rassemblements non festifs de plus de 50, de moins de 50 personnes. Mais il y a quand même des porte-à-porte, non? Il y a eu des porte-à-porte, non, monsieur Fagnon? Je ne sais pas ce que vous appelez porte-à-porte. Et donc, on a quand même entendu des partis en liste dénoncer le fait. Je ne sais pas ce que les gens appellent porte-à-porte d'ailleurs. Et donc, à partir de cet instant, lorsque je regroupe 25 personnes, 30 personnes, et qui respectent la distanciation sociale édictée par le ministère de la Santé, et que chacun a mis son masque, et qu'avant d'entrer dans la salle de réunion ou bien au lieu de réunion, on a pu le soin de nous désinfecter les mains. Je crois que pour cela, c'est un meeting, mais ça ne viole pas encore les principes. Les règles. Alors, je reste avec vous. On va progresser dans cette émission. Alors, nous parlons cette fois-ci des incidents, des cas de fraude massive décelés, recensés, répertoriés par la salle de situation électorale de la plateforme électorale des OSC du Bénin. Alors, il y a eu, dans ce rapport présenté hier à Cotonou, des cas de malfaçon de bulletins de vote, des votes multiples, et par exemple à Taviclin, on a dénoncé le fait qu'un chef de village ait voté lui seul 12 fois. Monsieur Félicien Payon. La faute ne vient pas de ce chef village, à mon avis. La faute vient de ceux qui, c'est-à-dire des agents électoraux d'abord, et des représentants des partis politiques, et de toute autorité censée à être là au moment des élections. C'est pour cela que normalement, on devrait continuer par permettre. Je ne sais pas s'il y a une disposition qui l'a interdite, mais j'ai juste vu une certaine population d'un quartier de Cotonou, d'accord, tenter de conduire un député qui est venu voir le bon déroulement des élections. Sinon, qu'en réalité, et habituellement, M. Jos Perzo ne va pas me démentir, on permet que le jour du scrutin, les élus locaux, c'est-à-dire le chef village, le chef quartier, le conseiller ou même le maire ou encore le CA viennent sur le lieu du scrutin pour voir comment ça se passe. Et s'il y a des choses à corriger, ils corrigent. Parce que sur le lieu du scrutin, il n'y a pas un policier, il n'y a pas un militaire pour faire peur aux gens, pour dissuader les gens. Et donc, les agents électoraux doivent avoir le soutien de ces élus locaux-là pour dissuader tous ceux qui vont tenter de faire, de frauder. Et donc, à partir de cet instant, si un chef village a été amené jusqu'à voter 12 fois et que personne n'a pu le dénoncer le jour des élections, il est venu une fois, deux fois, jusqu'à 12 fois, c'est-à-dire qu'il y a une complicité entre les agents électoraux, les représentants des partis politiques et tous ceux qui sont acteurs là. Et s'il doit y avoir interpellation, je pense qu'il faut interpeller tous ceux-là. Alors, Jos Perzo Anago, un chef de village à Taviclin, qui vote à lui seul 12 fois. On a également décelé des cas de corruption électorale et de fraude massive, notamment à Parakou, avec des bulletins pré-estampillés, des cas d'électeurs retrouvés chez des agents électoraux. Est-ce que la transparence du scrutin est mise à mal? Mais cela va de soi. C'est vrai que je voudrais nuancer un peu ma réponse pour dire il n'y a pas d'élection dépouillée, totalement dépouillée de malfaçon ou de fraude. Cela va sans dire, surtout sous les tropiques. Mais les cas que vous venez de citer jettent du discrédit sur le scrutin, et de par la transparence qu'on attend d'un scrutin, il y a problème. Et donc, il est évident que si on n'en tient pas compte dans la finalité des actes à poser, ça pose problème. Dès lors qu'on a reconnu que des individus se sont comportés de la sorte, où il y a eu des saisies qui ont été fructueuses d'ailleurs sur du matériel électoral, à partir de cet instant, cela doit peser lourdement dans la balance des considérations en fin de compte. Et qu'est-ce qui explique selon vous voilà, ces attitudes-là à la peau dure, malgré le cadre juridique, malgré les sensibilisations? Surtout spécifiquement pour ce qui concerne ce scrutin-ci, moi je peux dire qu'il y a eu une sorte de cachotterie, pour ne pas dire
il y a eu une sorte de montage qui avait accompagné tout ce scrutin. Imaginez, mon confrère tout à l'heure, lorsqu'il donnait pompeusement la note 7, disait que le seul bémol qu'il trouvait à dire, c'était que le Conseil n'a pas joué son rôle, n'a pas bien informé. Mais il s'agit plutôt d'autre chose. Est-ce qu'il peut me dire la main sur le cœur que la liste électorale a été largement ventilée? Les tests l'imposent, par exemple. Ça n'a pas été le cas. C'est ce que moi j'appelle des cachotteries. On nous a tout caché. Alors nous parlons aujourd'hui sur ce plateau. Nous sommes dans un pays comme le nôtre, qui n'en est pas à ses débuts en matière d'élection ni de démocratie. Nous sommes capables de donner les tendances. La Sénat a été capable de donner les tendances. Alors qu'au Togo à côté, déjà à quelques heures. Mais les grandes tendances, Georges Pezoanago, sont attendues pour la journée de mercredi. Après combien de jours? Voilà. Je vous en prie. Puisque la Sénat n'a quand même vu un dispositif technique numérique installé dans l'antre de la Sénat où la centralisation se fait. On attend le convoyage des cantines depuis les arrondissements pour être sûr des tendances à donner. Je vous en prie. Même on interdit aux médias de faire ce que nous avions pris l'habitude de faire et qui n'a jamais embrasé le pays. C'est-à-dire, pas fini, c'est qu'on va nous faire avaler la couleuvre. C'est ce qui se prépare en fait. C'est ce qui se profile. Nous avions acquis de l'expérience. On a une bonne trentaine d'années d'expérience en termes d'organisation d'élections. On ne nous apprendra jamais rien. Ces élections-ci ont été entourées de cachotteries. Déjà, on dit que les médias ne doivent pas aborder certains gens. Ces gens ne feront aucun mal au processus électoral. On nous a empêchés d'aborder certains gens qui sont des gens majeurs, par exemple, en matière de presse. On nous a empêchés de faire ci, de faire ça. Je dis, il y a eu trop de cachotteries. Et ça, les cachotteries, comme ce nom l'indique, cachent beaucoup de choses. Ce qui explique, bien entendu, et tout ce que nous observons comme fraude et autres. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Observez bien ces élections. Il y a eu des personnalités, des candidats qui ont tenu des propos inadmissibles, inacceptables et qui sont frappés du sceau de la justice. Mais ces personnages-là n'ont-ils pas concouru? N'ont-ils pas compétit? C'est vous dire que ces élections ont été particulièrement cachotées, ont été particulièrement mystérieux parce que les organisateurs ou les institutions en charge de son organisation l'ont voulu ainsi. Et il faut appeler les choses par leur nom. Et donc, ce qui explique ces fraudes qu'on a constatées et ces non-dits qui existent. D'accord. Alors, Félicien Fagnon, cette fois-ci, nous allons parler du taux de participation qui est également au cœur donc des débats. C'est un enjeu quand même majeur quand on se réfère à ce faible taux de participation constaté lors des législatives de 2019. Cette fois-ci, sur une couverture de 40% sur les 546 arrondissements du Bénin, la plateforme électorale des OS du Bénin avance déjà 50,16% de taux de participation. De quoi peut-être faire réjouir les Béninois ou bien la Sénat? Bon, pas faire réjouir la Sénat ou les Béninois, parce que la Sénat même sait que lorsque le corps électoral est convoqué, c'est que tous les Béninois sont censés aller voter. Vous savez que le vote en réalité est une obligation, c'est un devoir civique que nous devons accomplir. Et donc, vous devez aller, même si vous n'avez personne à choisir, vous devez quand même aller exprimer un vote, vous pouvez annuler le bulletin. Et si vous ne le faites pas, c'est que ce n'est pas bon. Et puis, la particularité de ces élections, c'est que il s'agit d'élections de proximité, élections de conseillers communaux, élections de conseillers municipaux. Il ne s'agit pas d'élections présidentielles où on peut dire qu'on n'aime personne ou n'aime aucun des candidats. Il ne s'agit pas d'élections présidentielles législatives où on peut se dire que bon, le député, là, il ne me plaît pas tout ça. Il s'agit donc d'élections où chaque candidat, dans chaque arrondissement, il y a au moins 10 candidats parce qu'il y a au moins 2 candidats par parti, fois un nombre. Donc, tous ceux-là vont battre campagne, vont demander, vont appeler leurs frères, leurs amis, leurs proches du même arrondissement à aller voter pour eux. Et donc, et quand moi j'ai vu pour les localités que j'ai gestionnées, j'ai encore les images avec moi. Je vous dis que quand j'étais à Dogbo, vers 18h où déjà les bureaux de vote fermaient, déjà leurs portes, toute la population d'un village qu'on appelle Honton et qui criait, tout le monde, parce que quoi, leur candidat, leur fils a été donc élu, il a été donc, il a remporté. Donc tout le village, ça veut dire que tout ce village-là
s'étaient donc intéressés au scrutin. Tout ce village-là, c'est-à-dire que ceux qui ont l'âge de voter et qui en ont eu donc la possibilité, ont effectivement exprimé leur vote. Et c'est sûr qu'il en a été de même un peu partout, puisque à Tiémé, à Kmenou, j'ai encore suivi la même scène, je l'ai même filmé. De ferveur populaire. De ferveur populaire. Donc, ça veut dire que le taux de participation annoncé, je crois même que ça pourrait même dépasser ce que la plateforme a annoncé, puisque eux, ils ont juste une couverture de 40%. Voilà, et donc, si vous avez appris que dans le nord, Malanville, Banikwara et autres, les FCBE ont fait donc des percées, ça veut dire que dans ces zones où des gens avaient l'habitude de résister, donc des gens sont sortis massivement. Donc pour moi, ça a pris. Les Béninois ont compris que il ne faut toujours pas continuer par résister ou bien suivre l'appel des autres au boycott ou rien du tout. Parce qu'on vous demande de boycotter, mais pourquoi? Pour rien du tout. Donc, les Béninois ont suivi le message du chef de l'État qui, d'abord, a voté dans la matinée et a demandé à tout le monde d'aller voter. Apparemment, l'appel là a été entendu. Voilà. Visiblement, cet appel du chef de l'État n'aura pas été entendu dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi où, pour l'instant, la plateforme annonce un taux de participation faible. Faible taux de participation, 22,24% de taux de participation, le plus faible taux annoncé jusqu'ici, et le plus fort taux de participation a été annoncé dans l'arrondissement de Pepori et Yabou. Nous sommes là dans la commune de Natitengu avec Yakou, voilà, merci, avec 97,41%. On va rapidement avec vous, Jos Anago, en 2 minutes maximum, avant de passer au second sujet, parler donc de l'après-élection. Comment entrevoyez-vous la gestion du contentieux, l'attribution des sièges rapidement? Il y a quelque chose qui me rassure personnellement. Les prestidigitateurs réformistes sont en train de trouver la parade parce que ce fameux 10% était déjà le couteau sur la gorge de tous les acteurs impliqués dans le processus. Mais fort heureusement, il y a une sorte de parade qui est en train de se pointer, à savoir que on ne tiendra plus compte de ces 10% au plan national. C'est ce que je suis en train de constater au regard d'un arrêté même de la Cour suprême. Et si c'est le cas, Dieu merci donc, dirais-je, parce que ça va sauver d'une catastrophe qui se pointe à l'horizon. Parce que les partis, autant qu'ils sont, ne pourront pas rassembler le pourcentage exigé, qui est de 10 au plan national. Mais si c'est reporté au plan local, ça marche. Et donc, quand on se réfère à cet arrêt de la Cour suprême, je dis, le GON les aura sauvés. Le contentieux va se gérer comme à l'accoutumée. Vous n'aviez pas observé, chers confrères, que depuis l'avènement de la rupture et au regard de tout le processus électoral qu'on a connu jusque-là, à savoir législative, et même lorsque certains partis ont fait recours devant la Cour, ils ont été tranquillement déboutés. Et donc, on a toujours reconduit les résultats tels que la Sénat les a présentés. Et donc, je ne serais pas surpris que c'est ce que présentera la Sénat qui sera validé. Et donc, contentieux électoral, je ne crois pas. On va ouvrir... Je voudrais réagir. Oui, rapidement. Sous la rupture, il n'y a eu qu'une seule élection législative de l'année dernière. Et d'accord. Et donc, quand on dit que sous les élections qui sont organisées sous la rupture, c'est que les résultats ont été toujours présentés comme tels et que c'est validé par l'institution compétente. Je crois que c'est à croire que la rupture n'organise pas des élections crédibles, ce qui n'est pas le cas. Et par rapport aux 10%, je pense que l'arrêt de la Cour suprême, personne ne s'est encore prononcé là-dessus. C'est sur les réseaux sociaux que ça bavade, ça critique pour le moment. Mais je crois que la Cour suprême ne viendra pas changer l'esprit de la loi. Nous avons voulu pour notre pays de grands partis politiques, des partis politiques forts qui couvrent le plan national. On ne veut plus des partis régionaux. C'est pour cela qu'on a parlé de 10% au plan national et non au niveau de l'arrondissement. Parce que si on encourage cela, c'est comme si un parti est puissant au niveau d'un arrondissement, il peut avoir toujours ces élus-là et puis c'est fini. Donc je crois que les 10% concernent le plan national. Je ne sais pas si un arrêt de la Cour peut être au-dessus d'une loi et bien changer l'esprit d'une loi. Alors, je reste avec vous. Nous avons
puisque nous parlons donc toujours de cette élection avec des incidents. Il y a voilà cet incident qui a retenu l'attention de beaucoup d'internautes. Il s'agit donc de cette vive altercation entre une députée, Madame Serami Sedegan Fagla, députée de la 15e circonscription électorale, qui a eu donc quelques démêlés avec les éléments de la police républicaine à Cotonou. Quelle note vous donnez à ce fait, rapidement? Je voudrais attribuer à l'incident, Oui. d'accord, la note 2. 2. Cette note, je ne l'ai pas donnée forcément au comportement de la députée, mais plutôt à l'incident. Et je vais m'expliquer tout à l'heure. D'accord. Jasper Sonago, note pour Madame Serami Fagla. Pour la députée? Oui, la députée et l'incident, si vous voulez. Aussi bien l'incident que la députée, je leur donne la note, la toute première note que j'ai sous la main. Vous êtes bien rouge. Tout à fait, je la mets au rouge. D'accord. Carton rouge si vous le voulez. Alors, pourquoi vous mettez rouge sur cet incident? Les périodes électorales ou les instants électoraux sont des instants qui sont vifs, bien que ce soit des instants festifs. Il faudrait que chaque acteur impliqué, chaque citoyen puisse moduler ses comportements et ses réactions. D'abord pour la personne mise en vedette, il s'agit de la députée qui est censée connaître les règles du jeu, qui est censée être l'émanation du peuple. Elle n'a pas tenu compte, me semble-t-il, de son statut, c'est-à-dire des propos qui lui sont attribués, qu'elle aurait tenu ou qu'elle a tenu, ne correspondent pas à son statut. Et carton rouge donc. Aux forces de l'ordre, je voudrais dire, ces instants sont des instants qu'il faut privilégier, d'où il faut privilégier la paix. Il revient à chaque acteur, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'on ne le veuille pas, tous sont des citoyens de ce pays. Les forces de l'ordre ne sont forces de l'ordre que dans la structuration de l'ordre. Et donc, par conséquent, ils ne sont pas aussi au-dessus de la loi. Et la cohésion nationale, c'est l'affaire de tous. Les forces de l'ordre ou leurs représentants devraient faire en sorte qu'il y ait toujours à tout instant la paix. Monter d'un niveau en matière de violence. La violence ne vient pas seulement d'un côté. Lorsque vous êtes représentant de la sécurité, force de l'ordre, je voudrais dire, et que c'est un job que vous aviez appris, vous saurez contenir quelque vérité que ce soit sans aller à la violence. Et donc je crois qu'à travers cet acte, on a senti de la violence des deux côtés. Des deux côtés. Alors, Félicien Fagnon, vous donnez 2. Expliquez-nous le contenu de votre note. Je disais tout à l'heure que j'ai donné 2 à l'incident. À l'incident parce que je n'arrive pas à comprendre qu'une situation puisse se produire et qu'un policier en exercice n'arrive pas à savoir qu'il faut respecter, d'accord, un député, un élu de la nation qui est sur un lieu. Et même s'il y avait une dispute entre la députée et les populations et que le policier vient, je crois qu'il est recommandé d'abord de sécuriser la députée. Parce qu'elle est une autorité. Il faut d'abord c'est elle qu'il faut protéger. Et il faut même au besoin l'exfiltrer en toute sécurité et revenir maintenant calmer la situation. On ne peut en aucun cas chercher à raisonner le député, sinon l'autorité, devant des populations. Parce qu'elle était même d'abord devant ses mandats. On ne doit pas chercher à l'humilier, au point même de la brutaliser, comme elle l'a dit, et essayer même de brutaliser son garde du corps. Je crois que ce policier, certainement, a oublié les règles de son métier, a oublié que l'autorité publique se respecte partout où besoin se fait sentir. Et donc, à partir de cet instant, la députée qui, certainement, est une femme, et qui, certainement, s'est sentie blessée dans son amour, qui peut-être n'a pas pu se faire maîtriser, et ça, on ne peut pas imposer ça à quelqu'un, ça ne s'apprend pas dans une école. Elle a succombé à la colère, voulez-vous dire? Certainement que la colère, la colère a pris le dessus. Et je ne voudrais pas, comme on le dit souvent, à comportement de cafard, il faut une réaction de tapette. Elle était certainement menacée. Elle s'était sentie menacée et elle n'avait pas d'âme pour se défendre. Son garde corps qui devait se défendre aussi, qui devait la défendre aussi, a été brutalisé. Qu'est-ce qu'elle pouvait? Elle n'avait que sa bouche pour se défendre. Certainement que c'est ça qui explique tout ce qu'on a eu comme gros mots qui sont sortis. Voilà, justement, vous parlez donc de gros mots.
inutile de rappeler ces propos ici, ces propos que d'autres qualifient donc d'outrageants par rapport donc à la tenue de ces policiers, parce que les forces de l'ordre également sont des autorités policières. Il y a quand même une hiérarchie dans la nation. Alors, que dites-vous alors quand on parle d'ordre, quand on parle d'autorité, il y a une hiérarchie. Que dites-vous alors de ces injures? Le policier n'est pas au-dessus d'un député. Que dites-vous alors de ces injures proférées par la députée? Je pense qu'il n'y a jamais d'effet sans cause. Donc, lorsqu'on en vient à s'en tenir seulement à l'effet, sans chercher à savoir ce qui a pu produire, ce qui a pu causer cet effet, je crois que ce serait une erreur. Parce que lorsque vous frappez quelqu'un, que vous lui demandez de se taire, la personne pleure, mais pourquoi elle n'a pas pu se maîtriser, qu'elle pleure, qu'elle aurait dû se maîtriser. Mais est-ce que vous vous êtes demandé qu'est-ce qui a amené les gens à la frapper, pourquoi ils l'ont frappé? Pour ce que nous avons entendu, donc, la députée était donc en train de sillonner les centres de vote. Oui. Est-ce qu'il était de son ressort de sillonner ces salles, et les policiers auraient donc dit que voilà, ce qu'elle faisait risquait donc d'induire des violences sur place? Est-ce que la députée était dans son rôle? Je pense qu'en réalité, lorsqu'il y a élection, il est souvent demandé aux élus locaux, les maires et autres, d'accord, de veiller dans leur localité, de voir, d'observer le bon déroulement du scrutin. Et donc, un député, je ne vois pas la loi qui a interdit, même s'il n'y a pas une loi qui le prescrit, qui interdit à un député, un élu, d'accord, qui est sur son territoire de l'élection, c'est-à-dire dans sa circonscription électorale, au moment des élections, de vouloir constater le bon déroulement, parce que, mais n'oubliez pas que c'est le député qui a quand même, qui a légiféré, qui donc, s'est prononcé sur l'organisation générale de l'élection. Et donc, je ne vois pas quel péché a commis le député, d'accord, en voulant voir le bon déroulement, d'accord, de l'élection dans sa circonscription électorale. Et même si elle était en erreur, est-ce qu'il revenait à des gens, d'accord, de les conduire? Est-ce que les représentants des partis politiques qui sont là, qui se sentent peut-être menacés, ne pouvaient pas attendre et le faire mentionner dans le procès verbal, quitte à ce qu'une procédure soit enclenchée après, au lieu d'attendre que l'on fasse appel à un policier et que le policier vienne la brutaliser? Est-ce que vous confirmez-vous que ce policier a été mis aux arrêts de rigueur? C'est ce que j'ai lu, et je pense que ça, c'est certainement le début d'une procédure, parce que le député a été brutalisé. Il faut quand même qu'on cherche à savoir qui l'a brutalisé et pourquoi. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien. En aucun cas, un policier ne doit brutaliser un député. Ça, c'est clair. Anago, si cette information en arrivait à se confirmer, mise aux arrêts de rigueur du policier qui, sans doute, essayait de faire juste son job. Alors, que diriez-vous? Et moi, je surprendrai peut-être mon vis-à-vis pour dire ceci. Il ne s'agira pas pour moi que ce soit d'un député pour que l'on applique la loi du respect de l'autorité. Non. L'être humain, la personne humaine a droit à considération et respect. Et par conséquent, s'il s'agissait même d'un simple citoyen qui aurait été brutalisé, je dis bien brutalisé par un policier, le policier devrait pouvoir en répondre. Donc, moi, je pense que qu'on soit député, ministre ou paysan, ou tout autre, ou simplement citoyen, on a droit aux égards et au respect de ces droits. Et donc, je crois, un point hier, on doit pouvoir s'attendre à ce que le représentant de l'ordre, qui est le représentant de la police républicaine, doit pouvoir faire son job dans les règles de l'art, respecter son vis-à-vis, qu'il soit député ou citoyen lambda. Merci à vous, Georges Perzo Anago du journal La Dépêche. Merci également à vous, Félicien Fagnon, pour m'avoir donc accompagné dans cette émission d'opinion, d'analyse, de décryptage. Nous avons essentiellement parlé du scrutin électoral du 17 mai dernier. Avec mes confrères, nous avons donc passé en revue quelques aspects aussi bons que quelques aspects sur lesquels il mérite donc de revenir sur cette émission. Quant à vous, amis téléspectateurs, n'oubliez pas, cliquez juste en bas, abonnez-vous à la chaîne YouTube et vous n'aurez plus jamais l'occasion de rater une de nos productions, une de nos notifications. Ce fut un plaisir de vous avoir servi. On se retrouve très prochainement.